Donc je me présente, Emmanuelle Navarro, je suis la juriste du CFA régional agricole public en PACA. Le CFA régional agricole public en PACA, c'est 14 sites de formation sur l'ensemble de la région PACA avec un peu plus de 2200 apprentis dans une soixantaine de métiers. Et donc, nous vous proposons aujourd'hui de faire un point sur les responsabilités et le statut de maître d'apprentissage. J'ai avec moi Reynal Kalafa qui va en profiter pour se présenter. Bonjour à tous, Reynal Kalafa, je suis le référent qualité régional pour la démarche de double certification, référentiel national qualité et le référentiel du ministère de l'Agriculture, donc Caliform Agri. Voilà, donc on va démarrer sur l'information collective à destination des maîtres d'apprentissage. On a décidé, parce que les problématiques qui reviennent régulièrement sont toujours les mêmes, on a décidé de vous faire une information qui soit dématérialisée, qui correspondrait peut-être plus à vos exigences et à vos problèmes de temps. Et on s'est aussi souvent rendu compte que derrière les questions qui étaient liées au fait d'être maître d'apprentissage, les principales problématiques étaient liées au fait d'être employeur. Parce que pour certains d'entre vous, pas tous, mais une grande partie, l'apprenti est souvent le premier salarié de votre entreprise. Et c'est ce basculement qui pose énormément de questions. Donc, effectivement, quand vous avez un apprenti, vous avez avant tout un salarié. Alors, ça peut paraître un peu bêta, il y a des évidences qui fait toujours bien de rappeler. Un salarié a droit à la remise d'une fiche de paye tous les mois et de manière régulière. Pas par trimestre, pas quand le conjoint a le temps de les rédiger, mais bien de manière récurrente et mensuelle, et de préférence à date fixe. Bien évidemment, elle s'accompagne du versement du salaire, hein, ça peut paraître, mais je préfère le préciser. Enfin, à partir du moment que vous avez un salarié, y compris si c'est un apprenti, vous lui devez ce qu'on appelle la mutuelle, c'est-à-dire que depuis 2016, les employeurs doivent proposer une couverture complémentaire de santé collective à tous leurs salariés, y compris les apprentis. Il n'y a que l'apprenti ou les salariés qui seraient concernés qui peuvent demander une dispense d'adhésion par écrit si et seulement si la cotisation proposée équivaut à 10% du salaire de l'apprenti. Mais vous ne pouvez pas le dispenser, vous, de mutuelle. Vous devez forcément lui proposer une couverture complémentaire santé. Et éventuellement, selon les critères que vous avez retenus, il pourra vous demander une dispense. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Oui, un apprenti a, selon la convention collective qui vous régit, droit au panier repas, droit aux indemnités de déplacement dans les mêmes conditions que les autres salariés. Les MG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le minimum garanti. C'est une mesure qui est utilisée notamment dans les conventions collectives. Il est depuis le 1er janvier à 3,76 €. Et je vous encourage vivement à vous rapprocher à relire votre convention collective pour savoir ce que les salariés de votre entreprise ont comme droit, ou plutôt quelles obligations vous avez envers eux. Toujours dans la même idée, quand vous êtes employeur d'un salarié, vous devez, depuis maintenant 2001, vous munir d'un document unique d'évaluation des risques. C'est-à-dire que vous faites le tour de votre entreprise et de vos activités pour faire un inventaire des risques qui existent. Une fois que cet inventaire a été dressé, il y a 3 cas de figure. Soit vous pouvez supprimer le risque, et dans ces cas-là, vous y êtes tenu. À chaque fois que c'est possible, vous supprimez le risque. Soit vous ne pouvez pas et vous pouvez mettre en place une protection collective. Par exemple, un escalier, je vais mettre une rambarde, donc c'est une protection fixe qui protège tout le monde. Et en dernier ressort, c'est-à-dire si je n'ai pas pu supprimer le risque, si je n'ai pas pu mettre en place une protection collective, je vais prévoir une protection individuelle. Et donc là, vous voyez le lien, c'est-à-dire que les équipements de protection individuelle, les EPI, alors vulgairement, ils sont, donc vous l'avez compris, déterminés par votre activité, mais on sait déjà qu'on va y trouver des chaussures renforcées, peut-être des pantalons plus solides. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la liste parce qu'il n'y en a pas. Ils sont à la charge de l'employeur. Qu'il s'agisse du premier achat, de l'entretien ou du renouvellement. La contrepartie de ces EPI, c'est que vous pouvez, voire vous devez,
sanctionner un apprenti ou un salarié qui ne respecterait pas le port des EPI, puisque en matière de protection, vous avez une obligation de résultat et pas seulement de moyens. C'est-à-dire que vous demandez à vos salariés de mettre des gants, vous leur fournissez les gants. Si vous les trouvez en situation de travail sans porter les gants, vous devez mettre en place une procédure disciplinaire qui pourrait aller jusqu'à une sanction. Dans certains cas, on a vu des cas de licenciement qui ont été suivis par les tribunaux des prud'hommes comme étant une cause réelle et sérieuse. Donc, le document unique, on est bien d'accord, il est obligatoire dès l'embauche du premier salarié et il est mis à jour, au moins une fois par an. Alors, si vous étiez dans le cas de figure d'un employeur qui n'avait pas encore votre document unique d'évaluation des risques, rapprochez-vous des préventeurs de la MSA si vous relevez de la MSA ou de la sécurité sociale. Ils sont très bien organisés pour vous accompagner dans la rédaction de ce type de document, qui n'est pas si compliqué que ça. Hein. Il demande une petite discipline, un peu de méthode, mais ce n'est pas si compliqué. Quand vous avez des salariés, vous avez forcément un matériel conforme, y compris les normes électriques. Donc, les normes électriques, c'est en général un contrôle tous les 2 ans, et le matériel conforme se distingue du matériel qui fonctionne. C'est-à-dire que notamment quand on est sur des exploitations, on trouve parfois du matériel qui fonctionne très bien, mais qui est dépassé et qui n'est plus aux normes actuelles. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez supprimer ce matériel, ça veut simplement dire que vous devez formellement en interdire l'accès à vos salariés. Un salarié ne travaille que sur du matériel conforme. Un employeur, enfin, en tant que chef d'entreprise, vous faites ce que vous voulez, mais en tant qu'employeur, vous ne devez pas laisser vos salariés travailler avec du matériel non conforme. Pareil, je vous encourage à vous rapprocher de la MSA et des préventeurs. Comme vous êtes l'employeur, vous êtes celui qui détient le pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire qui éventuellement sanctionnera le salarié. Sanctionner le salarié, c'est aussi sanctionner l'apprenti, et c'est avoir le pouvoir disciplinaire de l'apprenti dans chaque situation de travail. Je vous rappelle que quand il est en formation, le temps qu'il passe en formation, pas son temps de déjeuner, pas son temps d'études, son temps de formation et du temps de travail. Donc, quand il a un comportement inapproprié ou quand il réalise quand ses faits sont discutables, c'est vous qui avez le pouvoir disciplinaire et c'est pour ça que l'établissement vous en réfère en premier lieu pour que vous puissiez éventuellement prendre les sanctions selon le respect de la procédure disciplinaire qui pourrait y venir. Enfin, quand on a un salarié, quel qu'il soit, comme je vous le disais en début, et la boucle est bouclée, on doit produire une fiche de paye, on doit désormais aussi procéder à la DSN. La DSN, c'est la déclaration sociale nominative. C'est un fichier mensuel produit à partir de la paye et destiné à communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la totalité des organismes sociaux. Alors, c'est un outil facilitateur puisque c'est une transmission unique, mensuelle et dématérialisée. Elle est mensuelle. Donc, à partir du moment où vous avez des salariés, vous devez avoir ce logiciel ou avoir un comptable qui possède ce logiciel. Vous avez auprès de la MSA, je ne sais pas s'il y a l'équivalent au niveau de la sécurité sociale, mais je sais qu'au niveau de la MSA, c'est le cas. Vous avez TESA+, TESA et TESA+, qui permet de se substituer à la DSN, c'est-à-dire que vous avez un support près de la MSA qui vous permet de réaliser votre DSN et qui, TESA+, en l'occurrence, permet aussi la DSN des apprentis. Si vous ne faites pas la DSN de vos apprentis, vous ne pourrez pas, vous serez dans l'illégalité, ce qui va bloquer les aides, ce qui va bloquer beaucoup de choses. À partir du moment où vous avez un salarié, vous devez réaliser la DSN. Est-ce que vous avez des questions sur cette première diapositive? C'est là où vous pouvez enlever votre micro, réactiver votre micro si vous avez des questions. Hein. Très bien. Alors, si vous permettez, je passe à la suivante. On a quand même voulu faire un focus. Alors, si depuis le début, je vous dis que vous, dans la gestion de vos apprentis, bon an, mal an, vous avez affaire à des salariés lambda, je mens un peu pour les apprentis mineurs. Mais pas tant que ça, puisqu'en fait, c'est bien les salariés mineurs qui sont différents. Ah, on a une main qui s'est levée. Alors, attendez. Oui, je t'écoute.
beaucoup. Désolée, hein, j'avais pas de connexion. C'était pour, oui, j'avais des questions pour la première partie que je n'ai pas pu assister. Voilà. Bah, de toute façon, ça sera en Zoom par la suite, non? Oui, Il y oui, aura le oui, compte bien rendu. sûr. Vous Ok. pourrez, il sera enregistré et il est enregistré, pardon, et on assurera la diffusion comme d'habitude. Pas d'inquiétude, D'accord. vous pouvez revoir le Thank replay. you. Alors, je Ok. reprends. Merci. Les apprentis mineurs, ce sont donc des salariés mineurs et vous savez qu'en France, on protège les mineurs. On considère que les enfants ont droit à une protection renforcée. Donc, quand on a un apprenti mineur, on ne peut pas lui faire réaliser d'heures supplémentaires sans l'accord préalable de l'inspecteur du travail et après avis médical. Somme toute, il n'y a pas d'heures supplémentaires pour les apprentis mineurs, à l'exception notable qui a été introduite par la dernière réforme des activités de chantier, parce qu'on a fait remonter à maintes reprises que c'était difficile pour un apprenti. Quand on est en situation de chantier, on ne revient pas à l'entreprise et on ne peut pas libérer l'apprenti. Donc, on avait des apprentis mineurs qui se retrouvaient libérés à midi le vendredi et qui n'avaient pas de moyen de retourner chez eux. Donc, quand il y a une activité de chantier, et c'est bien précisé, dans notre cas, nous, ça ne concerne que les espaces verts. Donc, dans les activités de chantier espaces verts, vous pouvez faire des heures supplémentaires jusqu'à 40 heures de travail, donc 5 heures supplémentaires par semaine, sans avis médical et surtout sans accord préalable de l'inspection du travail. Sinon, retenez que si vous n'êtes pas dans une situation de chantier d'espace vert, vous ne pouvez pas faire d'heures supplémentaires à vos apprentis mineurs. J'insiste là-dessus, mineurs. Pour les apprentis de moins de 16 ans, on en a de plus en plus, donc entre 15 et 16, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Chantier, pas chantier, un mineur de moins de 16 ans ne réalise pas d'heures supplémentaires. Quand on a un apprenti mineur, on doit faire une déclaration machine dangereuse à l'inspection du travail. Quesaco, le Code du travail, le législateur a considéré que certaines activités étaient dangereuses et donc interdites aux mineurs. Par exemple, les situations d'équarrissage, voilà, le contact avec des cadavres, la liste est longue. Mais ça va à l'encontre même de l'idée de former un jeune. Comment on le forme si on ne peut pas le mettre face aux activités nécessaires. Donc, il y a tout un tas d'activités qui sont interdites pour les salariés mineurs, qui sont autorisées pour les jeunes en formation, donc les apprentis mineurs. Et pour cela, l'employeur doit faire une déclaration préalable à la mise sur ces machines auprès de l'inspection du travail. C'est désormais plus qu'une déclaration, c'est-à-dire que l'inspecteur viendra ou pas contrôler, mais vous avez un document à saisir et à transmettre à l'inspection du travail. C'est à renouveler tous les 3 ans. Si vous aviez plus de questions là-dessus, si vous n'étiez pas à jour, n'hésitez pas, il faut aller sur le site de la DREETS, D-R-E-E-T-S, et saisir machine dangereuse région PACA. Vous allez retrouver l'ensemble des documents. Alors, quand on a un apprenti mineur, il a un repos renforcé, c'est-à-dire que lui, il a droit à 2 jours pleins de repos et 2 jours consécutifs, là où les adultes n'ont que 36 heures. Donc, il y a bien 2 jours de repos consécutifs et le repos journalier est, lui, de 12 heures. 12 heures, c'est-à-dire entre la fin de mon activité du jour et la reprise du lendemain, je dois avoir 12 heures, ce qui n'est pas le cas pour les salariés adultes. Là, le repos n'est que de 11 heures. Le repos hebdomadaire doit être de 2 jours. Il n'y a de manière générale pas de travail le dimanche pour nos apprentis. Et là, je précise bien pour nos apprentis, parce que certains métiers, selon les accords collectifs, on peut travailler le dimanche. Vous pensez tous à l'hôtellerie-restauration. C'est pas, bien évidemment, que si on est apprenti dans l'hôtellerie-restauration, on peut être amené à travailler le dimanche. Dans nos métiers, il n'y a pas cette exception. Ça n'est pas prévu par la loi. Donc, de manière générale, sauf exception, parce qu'on ne sait jamais, on s'étend de plus en plus, mais de manière générale, dans nos métiers de l'agriculture, il n'y a pas de travail le dimanche pour les mineurs. Donc, le repos hebdomadaire inclut forcément le dimanche.
J'ai souvent aussi des questions sur le travail de nuit. La définition du travail de nuit pour un 16-18 ans, c'est 22 heures, 6 heures du matin. Pour un moins de 16 ans, c'est 20 heures, 6 heures du matin. Donc, pareil, dans nos métiers, la liste étant la même que pour les métiers du dimanche, normalement, vous n'êtes pas amené à faire travailler vos apprentis mineurs la nuit, c'est-à-dire avant 6 heures du matin ou après 22 heures s'il a 16 ans, ou après 20 heures s'il a moins de 16 ans. Enfin, retenez qu'un jour férié est un jour chômé pour les mineurs. Je vous rappelle ou je vous annonce que les jours fériés ne sont pas des jours chômés dans le droit du travail. On peut parfaitement travailler les jours fériés, à l'exception du 1er mai qui est bien plus réglementé, qui lui est un jour férié chômé. Mais les autres jours fériés ne sont pas de fait chômés. Ça dépend de vos conventions, ça dépend de votre activité. Et vous avez tous souvent des activités où effectivement vous travaillez les jours fériés ou du moins certains jours fériés. Pas pour un apprenti mineur. Vous avez un apprenti mineur, il ne travaille pas les jours fériés. Les seules exceptions pour faire travailler un mineur pour les jours fériés sont les mêmes que pour le travail le dimanche. Donc, dans nos métiers à nous, normalement, sauf exception, nous ne sommes pas concernés. Donc, on a un apprenti, il ne travaille pas les jours fériés. Est-ce que vous avez des questions sur cette diapositive et sur les apprentis mineurs? Oui, Oui. Manu. Pour les centres équestres, on nous pose souvent la question pour le week-end. Ils ne sont pas inclus, ils ne sont pas dans la liste des métiers autorisés à travailler le dimanche et les jours fériés pour les mineurs. Okay. Alors on dit, voilà, c'est non. Pas pour les mineurs. Attention, je parle que pour les apprentis mineurs, hein, pas pour les majeurs. Oui, parce que souvent, pour les mineurs, nous n'avons à ce jour pas de métier concerné, puisqu'on ne travaille pas dans la restauration, dans les métiers de bouche. À ce jour, on n'est pas concerné par ce type d'activité. Ça viendra sûrement, mais ça n'est pas. OK. Et pour les majeurs, oui. Pour les majeurs, après, c'est selon les conditions de travail, et notamment selon la convention collective et les accords de branche. OK. Thank you. De rien. Alors, on va aussi parler, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons parler de l'aide aux employeurs d'apprentis. Depuis 2018, nous n'avons depuis 2018, nous n'avons plus qu'une aide. Avant, il y avait des aides régionales, parfois des aides ponctuelles de l'État. On a voulu lisser tout ça et l'État a créé l'aide unique à l'embauche d'apprentis. C'était un dispositif assez clair qui disait qu'on aidait que les employeurs qui prenaient des apprentis jusqu'au bac inclus, que ça n'était destiné qu'aux employeurs de moins de 250 salariés, avec un montant d'aide fixe qui était de 4 125 € au maximum la première année, 2 000 la seconde et éventuellement 1 200 la troisième année. Vous voyez, on avait bien tout calé. Entre-temps, vous savez que la crise sanitaire est passée par là et l'État a imaginé un plan de relance, cette fois à destination des employeurs. On n'est plus dans le cadre de l'apprentissage, on est bien pour aider les employeurs. Et dans la liste des mesures qui ont été prises pour aider les employeurs, une aide exceptionnelle a été prévue qui se substitue à ma première année d'aide. Donc, normalement, c'est 4 125, 2 000, 1 200. Là, la 4 125 n'a plus été versée depuis quelques années. À la place, vous pouvez toucher, si vous avez signé un contrat d'apprentissage, 8 000 € maximum la première année si l'apprenti est majeur ou 5 000 € maximum si l'apprenti est mineur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, tous les diplômes sont concernés et pas uniquement jusqu'au bac. Et toutes les entreprises, sous réserve de certaines conditions, sont concernées. Donc, pour faire simple, tous les gens qui ont signé un contrat d'apprentissage ont droit à cette aide. 8 000 € s'il est majeur, 5 000 € s'il est mineur. Bien évidemment, si l'apprenti devient majeur pendant la première année du contrat, l'aide s'adapte, puisque l'aide est versée mensuellement. Les premiers mois, vous touchez 1/12 de l'aide, des 5 000 € d'aide, et quand l'apprenti devient majeur, vous toucherez 1/12 des 8 000 € d'aide. Pour la deuxième année, on revient à un traitement normal, c'est-à-dire que si
vous avez signé un contrat d'apprentissage pour un diplôme jusqu'au bac, vous toucherez la 2e année d'aide. Si vous avez, et que vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, si vous avez un diplôme supérieur au bac, type BTS, la 2e année n'est couverte par aucun dispositif d'aide. OK? Donc, tous les gens qui sont là, vous avez signé un contrat depuis moins de 2 ans, vous êtes concernés au moins pour la première année par les 8 000 € s'il est majeur ou les 2 000 € s'il est mineur. Donc, la flèche que je vais vous montrer va vous intéresser, puisqu'en fait, nous, l'intérêt de ce tableau, c'est de vous démontrer que nous ne pouvons pas répondre plus que ce qu'on vous répond déjà au quotidien. Donc, d'abord, vous signez le contrat. Alors là, ça prend déjà, selon les employeurs, selon les apprentis, selon éventuellement les représentants légaux, ça peut durer un certain temps. Vous savez, pour certains d'entre vous, en tous les cas, que nous avons mis en place la signature électronique pour réduire les délais, justement. Donc, on peut aller très vite à condition que tout le monde signe en temps et en heure. On a encore des contrats aujourd'hui qui, à plus de 60 jours, n'ont pas été signés. Tant que le contrat n'est pas signé, on ne passe pas à l'étape 2. L'étape 2 qui est d'envoyer le contrat au CFA. Là, on arrive au moment où le CFA traite votre contrat et notamment, si vous avez signé un mandat qui nous y autorise, on va le transmettre à l'OPCO, à l'opérateur de compétences. L'opérateur de compétences, il a 2 missions principales dans notre cas, nous. Il a de déposer l'OPCO auprès de l'organisme du ministère pour enregistrer le contrat et assurer le financement de la formation de votre apprenti. Donc, vous voyez, on a autant intérêt que vous à ce que tout fonctionne bien. Donc, nous transmettons, on est déjà à l'étape 4, nous transmettons le contrat à l'OPCO. L'OPCO va prendre le temps de traiter ce dossier selon le temps qu'ils ont, les urgences qu'ils peuvent avoir par ailleurs, ça prend un temps. Là, on est déjà plus maître de l'action. Vous voyez, nous, on est dans le rouge, on n'y est pour rien. Une fois que l'OPCO a traité le contrat, il va enfin le déposer. Et c'est à ce moment-là que le ministère transmet votre contrat, l'information, à l'ASP. ASP, Agence des services et paiements. L'ASP est le bras armé du ministère pour les paiements, c'est-à-dire qu'il paye selon les règles qui sont données. Donc, c'est enfin transmis et donc traité par l'ASP et c'est uniquement, vous voyez, dans la phase orange que vous prenez vie auprès de l'ASP. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il vérifie que votre demande correspond bien aux critères. Si vous n'avez jamais été contacté si vous n'avez jamais été en lien avec l'ASP, vous allez recevoir un mail de SYLAE, SYLAE, qui est le portail qui permet d'échanger avec l'ASP où on vous demandera de déposer votre RIB et uniquement votre RIB. C'est la seule opération nécessaire. Et ensuite, l'ASP mettra en place le versement de cette aide. Le versement de l'aide est mensuel et il est tout au long de la vie du contrat soumis à la DSN. On revient au début de notre webinaire à la déclaration sociale nominative. C'est-à-dire que tous les mois, vous devez déclarer la paye que vous versez à votre apprenti et cette opération, parmi la multitude d'organismes sociaux qui sont contactés, qui sont informés, il y a également l'ASP et cette information déclenche le paiement du mois suivant. Une fois que tout est en place, et ça peut prendre un peu de temps, je ne vous le cache pas, une fois que tout est en place, vous touchez tous les mois un 12e de la prime, donc en première année, un 12e de 8 000 ou un 12e de 5 000 €, normalement, quelques jours avant que vous réalisiez la paye. C'est-à-dire qu'une fois que ça fonctionne en termes de trésorerie, vous allez avoir la rentrée d'argent avant d'avoir à le sortir de votre compte. Avant que vous posiez la question, bien évidemment, ça met du temps à se mettre en place, mais il y a un rappel depuis le premier jour du contrat. On va pas vous... si ça démarre 4 mois après le début du contrat, l'ASP vous versera les retards. Vous voyez dans cette flèche, et j'insiste là-dessus parce que mes collègues sont souvent pris à partie, mais malheureusement, on n'a pas de pouvoir d'action. Précédemment, on travaillait avec la région, nous avions des interlocuteurs dédiés avec la région. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous voyez qu'à partir de l'opération 4, nous n'avons plus de moyens d'action.
Donc, quand vous nous appelez pour nous demander où en est votre prime, nous ne savons pas répondre. D'autant plus que l'ASP, l'Agence des services des paiements, a mis un numéro dédié sur cette prime, le 0809 549 549. Ce numéro de téléphone est destiné aux employeurs. C'est-à-dire que très rapidement, moi, quand j'essaye de téléphoner, ils me posent des questions auxquelles seuls les employeurs peuvent répondre. Donc, je vous encourage à appeler ou à faire appeler votre comptable si vous rencontrez des difficultés sur le versement de votre aide. Ça peut arriver, des fois, c'est des petits blocages. Il suffit de pas grand-chose pour débloquer la situation, mais nous n'avons aucun lien avec l'ASP. Vous voyez qu'entre le CFA et l'ASP, il y a l'OPCO et nous n'avons pas d'autres liens que ceux avec l'OPCO. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif ? Alors, je vous propose de passer, en ce qui me concerne, à la dernière slide sur ce webinaire. Donc, moi, j'ai essayé de faire en fonction des échanges que je peux avoir avec vous et tout au long de l'année et lors des réunions de maître d'apprentissage physique que je fais. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir s'il faut enrichir ce webinaire. Mais voilà, une des questions qui reviennent les plus régulièrement, et c'est normal, c'est une préoccupation légitime, c'est quid de la rupture? Comment est-ce qu'on rend un contrat d'apprentissage? Comment est-ce qu'on y met fin? Donc, pour les plus anciens d'entre nous qui ont connu l'avant 2018, il y a eu de nombreuses évolutions. Donc, je voulais refaire un point avec vous. Donc, d'abord, on distingue la signature du contrat du début du contrat. Vous savez que vous pouvez signer le contrat bien avant le début de ce contrat. Et je vous y encourage d'ailleurs. Parce qu'autant on est tenu à un délai de 5 jours après le début du contrat, autant on peut signer le contrat bien avant. Dans un souci d'organisation RH, il n'est pas surprenant de signer son contrat 15 jours ou 3 semaines avant la date prévue. Donc, vous signez d'abord votre contrat. Dans ce contrat est prévue une date de début. La date de début, elle ouvre un délai qui est la période probatoire. Ce délai est de 45 jours consécutifs ou non en entreprise. Donc, cette phrase un peu compliquée, elle sort du Code du travail, hein, et elle dit que l'apprenti doit avoir passé 45 jours consécutifs ou non en entreprise pour que soit mis fin à cette période probatoire. Ça veut dire que pendant ces 45 jours, consécutifs ou non en entreprise, l'apprenti et l'employeur peuvent mettre fin de manière unilatérale au contrat. Pour faire simple, un courrier avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre en disant « à aujourd'hui, à demain, je souhaite mettre fin au contrat » sans aucun motif suffit. Bien évidemment, vous devez adresser une copie de ce document au pôle contrat pour pouvoir informer l'OPCO et mettre réellement fin au contrat. Et derrière, vous voyez avec votre comptable pour faire les documents sociaux et le solde de tout compte. Voilà. La difficulté, c'est cette période de 45 jours ou non en entreprise. Donc, quand vous en êtes là, c'est que déjà, vous avez des difficultés avec votre apprenti. Vous souhaitez voir s'il est possible de mettre fin au contrat. Moi, je vous encourage à prendre un calendrier, un agenda, peu importe, un éphéméride, et à cocher les jours où vous avez vu votre apprenti dans l'entreprise. Parce que les jours en formation, il n'est pas dans votre entreprise. Les jours de maladie, il n'est pas dans votre entreprise. Les jours d'absence injustifiée, il n'est pas dans votre entreprise. Les jours fériés, s'il est mineur, il n'est pas dans votre entreprise. Et du coup, 45 jours, ça peut s'étaler, selon la période à laquelle vous avez débuté le contrat, ça peut s'étaler sur 3, voire 4, 5 mois. Donc, si vous êtes en difficulté avec votre apprenti et que vous envisagez une rupture, comptez les jours. Alors, il n'y a pas de demi-journée avant qu'on me pose la question. S'il est venu, que ce soit 1 heure ou une journée, ça compte pour une journée. Hein. Donc, il n'aille pas sur des demi-journées. Par contre, s'il n'est pas venu, peu importe le motif, y compris parce que l'entreprise ne fonctionnait pas ce jour-là, hein, ça n'est pas un jour d'entreprise. Donc, si vous, pendant cette période-là, 45 jours consécutifs ou non en entreprise, la rupture peut être unilatérale. C'est-à-dire que vous adressez un courrier avec votre apprenti, vous assurez de la preuve de la réception, soit par un accusé en recommandé, soit par une contre-remise en main propre, vous avez un récépissé. Vous transmettez au pôle contrat, vous voyez avec votre comptable et vous mettez fin au contrat. Une fois que ces 45 jours sont passés, consécutif ou non en entreprise, vous ne pouvez plus vous séparer de votre apprenti que sous certaines conditions.
La première, celle qui est toujours possible tout au long de la vie du contrat, c'est la rupture amiable. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec votre apprenti pour mettre fin à ce contrat. À partir du moment que l'employeur et l'apprenti sont d'accord, vous signez un document qui dit « moi, je veux arrêter, lui, il veut arrêter », vous vous mettez d'accord sur la date. Bien évidemment, à partir du moment que c'est une rupture d'un commun accord, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de préavis, puisque vous tombez d'accord sur la date. Donc, dans ces cas-là, vous rédigez un courrier commun que vous contresignez tous les deux ou tous les trois, si on est dans le cas d'un apprenti mineur, puisqu'il y aura le responsable et les représentants légaux. Une fois ce document signé, qui n'a aucune forme nécessaire, vous adressez un exemplaire au pôle contrat pour informer que le contrat est stoppé, et vous réalisez les documents sociaux et le solde de tout compte pour libérer votre apprenti. C'est le cas de figure le plus simple, bien évidemment. Je vous fais grâce de la rupture suite à liquidation du judiciaire, je ne vous le souhaite pas, et puis si vous en êtes là, j'ai envie de vous dire, c'est plus vous que ça concerne, c'est le liquidateur. L'apprenti peut toujours démissionner, c'est nouveau, ça n'était pas le cas avant, mais là, il a une procédure à respecter. Il doit d'abord saisir le médiateur de la chambre consulaire dont dépend le contrat. Souvent, c'est la chambre d'agriculture, mais pas toujours. Si vous êtes un employeur public, par exemple, ce sera l'adresse. Donc, il doit saisir le médiateur et respecter, après ce temps de saisine, 5 jours. 5 jours après la saisine, pendant lesquels il ne peut rien faire à part venir travailler. Une fois ces 5 jours passés, il pourra vous adresser une lettre de démission et cette démission comportera forcément un préavis de 7 jours. C'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc, il y a un double délai de 5 jours et de 7 jours. C'est pour éviter aussi les coups de tête, voire les coups de sang. Enfin, l'employeur peut désormais mettre fin au contrat dans plusieurs cas de figure. Donc, d'abord, on a le cas de figure auquel on pense tous, mais qui n'est pas toujours vrai, c'est le cas de la force majeure. Donc, je vous rappelle que selon la jurisprudence, pour que la force majeure soit qualifiée, il faut que l'événement soit imprévisible, irrésistible et échappe à votre contrôle. Donc, clairement, la baisse d'activité ou le fait que le carnet de commandes ne soit pas rempli n'est pas un cas de force majeure. Jamais. Les tribunaux ne reconnaissent jamais le cas de force majeure. C'est-à-dire que vous êtes engagé à prendre un apprenti sur 2 ans. Au bout d'1 an, votre activité tourne au ralenti. Vous ne pouvez pas utiliser le motif force majeure. S'il va au tribunal, vous perdrez. La force majeure, pour vous donner un exemple, récemment, dans la région PACA, ça va être la tempête Alex, qui a supprimé des activités complètes, voire qui ont fait disparaître l'exploitation. Là, de fait, on reconnaît qu'il y a un cas de force majeure. Vous pouvez aussi mettre fin au contrat en cas d'inaptitude médicale. Alors là, c'est pas bien compliqué puisque c'est la médecine du travail qui va qualifier ou pas votre apprenti d'inapte et là, vous avez une procédure à respecter. Ensuite, ça ne vous concerne pas directement, mais c'est une information qui nous a longtemps manqué. Enfin, oui, ça vous concerne directement, mais je ne vous le souhaite pas. Dans le cas d'une entreprise unipersonnelle, il est désormais comme motif reconnu le décès de l'employeur qui était aussi maître d'apprentissage. Ça n'était pas le cas. On s'est retrouvé dans des situations ubuesques où on ne pouvait pas mettre fin au contrat parce que l'entreprise n'avait plus de chef pour signer la rupture. C'était assez complexe. Enfin, ce qui vous intéresse le plus, ça va être la rupture pour faute grave. Vous pouvez désormais mettre fin au contrat pour faute grave. Avant, il fallait aller devant les prud'hommes et demander aux prud'hommes de mettre fin au contrat. Désormais, vous pouvez le faire. Donc, je vous rappelle que la faute grave est une faute qui empêche le maintien du salarié dans l'activité. Vous êtes le seul, vous, employeur, à pouvoir qualifier ou pas de faute grave. Je vous le répète avec force et je le répète à chaque occasion, vous devez respecter les procédures du Code du travail. Si vous partez dans un motif de rupture, qu'il s'agit de force majeure, d'inaptitude, de faute grave, vous êtes obligé de respecter les procédures prévues par le Code du travail. Ce n'est pas la rupture d'un contrat d'apprentissage, c'est la rupture d'un contrat de travail. J'insiste là-dessus parce que vous savez qu'en particulier dans le Code du travail, mais j'ai envie de dire dans le droit français en général, la forme prime sur le fond. Si vous ne respectez pas la procédure, même si sur le fond, la démarche est bonne, vous risquez, devant un tribunal, en l'occurrence devant le tribunal des prud'hommes, que votre décision soit remise en cause.
Donc, si vous devez mettre fin au contrat d'apprentissage après la période des 45 jours, c'est forcément soit d'un commun accord, et là, il n'y a pas de procédure et pas de forme, soit dans l'un des motifs évoqués, c'est-à-dire force majeure, inaptitude médicale, faute grave ou décès, dans ces cas, ça vous concerne moins, et vous devez impérativement respecter les procédures prévues par le Code du travail. Sinon, si tout se passe bien, vous allez au bout du contrat, il obtient son diplôme et il poursuit soit dans la vie active, soit les études. Voilà ce que je voulais vous dire sur les ruptures, parce que c'est un moment souvent complexe et compliqué quand on y arrive. Ce n'est pas le cas, hein, reste un tableau un peu noir, mais heureusement, l'essentiel de nos relations apprentis-employeurs se termine plutôt positivement, voire parfois par des embauches. Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons vu jusqu'à présent? Oui. Je t'écoute. Tu as coupé le son. Oui, j'ai coupé le son. Alors, pour les ruptures, tu dis qu'un simple courrier envoyé au CFA régional, mais pour nous, ça se passe comment, les UFA? Ben, c'est de la même façon, ils vous le transmettent à vous ou vous le savez. Voilà. Ça, après, c'est de la procédure interne. Je ne m'occupe pas de Interne, hein, procédure d'accord. interne. Ok, d'accord. Ça, je ne sais pas te répondre. Ok. Voilà. Ok. D'autres questions? Alors, je laisse la parole à mon brillant collègue. Bonjour à tous. Donc, pour ce qui concerne le Centre de formation régionale agricole publique en PACA, dont les centres de formation, en tant que centre de formation, nous avons donc 12 unités de formation par apprentissage et toutes les unités de formation par apprentissage travaillent avec nous de concert sur ce que l'on appelle la démarche qualité et plus précisément la démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est un objectif majeur pour nous puisque ça nous engage sur le mode de certification. Cette certification, tout simplement, est liée par rapport au fait que nous dispensons des formations et que ces formations, par rapport à l'activité du siège et celle de ces UFA, nous devons fournir des prestations. Ces prestations sont évidemment sur les formations, mais pas que. Et c'est pour ça que nous avons engagé vis-à-vis de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire autant apprentis que vous, entreprises, une démarche de satisfaction, donc d'enquête, qui nous permet d'évaluer tout simplement la caractéristique de nos prestations. À partir du mois de mars et jusqu'à juin, mais nous allons revoir certainement une période un peu plus étendue pour les entreprises, et ça, on vous le communiquera donc en temps opportun. Toutes les entreprises sont sollicitées sur un questionnaire qui les lie par rapport au service, donc les relations avec l'unité de formation par apprentissage. C'est important parce que pour le siège, ça nous permet de mesurer cet état de satisfaction sur des éléments clés qui sont les suivants: l'accueil téléphonique et physique de l'unité de formation, les réponses apportées selon les demandes de renseignement, le suivi administratif de votre contrat, donc là c'est pour le siège du CFA régional, les présentations qui sont faites notamment au moment de l'entrée en formation sur tant le site que les objectifs des périodes en entreprise. Vous avez une partie aussi donc plus précise qui vous lie avec les formateurs, notamment pendant les relations, notamment des entretiens tripartites, les visites qu'ils effectuent, et un dispositif donc d'alternance qui permet d'évaluer autant les activités réalisées dans le centre de formation, c'est-à-dire l'unité, que par rapport donc à votre siège. Enfin, des outils clés comme l'utilisation du livret professionnel d'apprentissage et ce que vient d'évoquer notamment Emmanuel par rapport à la gestion des abandons de contrat. Oui. Donc, ce questionnaire, vous pouvez y accéder via NetIpareo. C'est un portail, tout simplement, entreprise. Chaque année, nous diffusons bien évidemment à l'ouverture de l'enquête un communiqué
pour chacune des entreprises concernées, bien évidemment. L'année dernière, 1578 entreprises ont été sollicitées sur l'ensemble du territoire PACA. Pour y accéder, vous avez, par rapport à l'unité de formation, si vous ne connaissez pas votre code identifiant, vous pouvez les interroger, demander au service administratif à ce qu'ils vous fournissent, voire tout simplement en faire état au coordinateur, au formateur qui fait la visite d'entreprise. Vous pouvez le remplir donc directement en ligne. Donc, ça permet effectivement de visualiser ici sur ce petit diapositive les éléments clés. Donc, vous avez dans l'onglet apprenant sous contrat, vous avez les informations donc clés qui sont la fiche signalétique, le planning en cours, les absences, le cahier de texte. Et c'est dans cette, comment dire, dans ce site, sur ce site Netipareo, quand l'enquête est ouverte, que vous pouvez répondre. Alors, c'est un questionnaire qui comporte très exactement 9 questions. C'est assez rapide. Il y a des commentaires libres pour chacune des questions que vous pouvez donc notifier tout simplement. Et nous les traitons pour améliorer tout simplement nos processus vis-à-vis de tout ce que vous pouvez entreprendre avec nous, bien évidemment, et nous, par rapport à toutes ce suivi et l'accompagnement de la formation de nos apprentis dans vos entreprises. Voilà, donc j'ai terminé en tout cas pour ma partie. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, bien évidemment, j'y réponds. Alors, on voulait vous dire que pour ceux qui ont déjà assisté à ce webinaire, d'habitude, on a une partie pédagogique. Alors, on ne l'a pas oublié, mais notre ancien comparse est parti sous de meilleurs auspices. Et donc, nous avons une collègue qui vient d'arriver, qui n'était pas encore, qui a beaucoup de chantiers à mener et qui assistera et animera le prochain webinaire avec nous, puisque je vous rappelle qu'on s'est engagé à en tenir au moins 3 par an de manière dématérialisée pour essayer de toucher peut-être un public différent des employeurs qui n'ont pas le temps ou qui ne souhaitent pas se déplacer sur les établissements, mais également pour compléter l'information qui peut être donnée sur ces établissements. Donc, le prochain devrait avoir lieu en février-mars. On communiquera avec vous. On va normalement mettre l'enregistrement de celui-ci en ligne et on vous le fera savoir aussi. On tient à remercier la région Sud qui nous soutient financièrement dans cette démarche puisqu'on lui a présenté le projet et qu'ils ont trouvé ça suffisamment intéressant pour nous aider financièrement à l'améliorer, ce que vous pouvez voir derrière. Pour ceux qui ont déjà participé à d'autres, on a désormais un peu plus de moyens et si le contenu n'est pas vraiment différent, l'habillage l'est un peu. Et voilà, vous pouvez toujours nous joindre si vous avez des questions. On essaie d'y répondre autant que faire se peut. Vous avez sur chaque UFA, unité de formation par apprentissage, des équipes avec lesquelles nous sommes en lien qui peuvent parfaitement répondre à vos questions ou du moins nous faire remonter vos difficultés ou vos questions si vous en aviez. C'est grâce à eux qu'on arrive aussi à faire fonctionner cette grande machine qui est le CFA régional. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir si c'était bien, si ça n'était pas assez, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et on reviendra vers vous très rapidement. Pour moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Toi ? Non plus. Alors, c'était mes remerciements. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, si vous n'avez rien d'autre à nous demander, on va vous laisser reprendre vos activités et surtout couper la télé, comme disaient certains à l'époque. Je vérifie la discussion. Oui, je transmettrai de rien. Merci pour les remerciements. Merci pour les remerciements. Nous transmettrons l'ensemble des documents dès que possible et on reste à votre entière disposition. Merci pour ces retours positifs et on vous souhaite une bonne continuation.